à tous. Alors, je reviens vers vous pour une émission assez longue, assez complète, j'espère, pour parler du rapport à la sexualité du ou de la perverse. Alors, je ne parle plus maintenant de pervers narcissique parce que je pense que le narcissisme, tout le monde est narcissique. Nous sommes dans une ère où on prône, et surtout dans la société, dans le modèle de la société occidentale contemporaine, on prône le narcissisme. Donc il est inutile maintenant de préciser pervers narcissique parce que cette forme de perversion, elle est, le narcissisme y est forcément inclus. De même que ce côté paranoïaque, le fait de vouloir se méfier, d'être tout le temps en train de se méfier de l'autre, etc. C'est complètement intrinsèque à la perversion. Alors, pour parler du rapport à la sexualité pervers, je vais d'abord parler de ce qu'est la sexualité et ce que permet le rapport à la sexualité, tel qu'il devrait être. Tout ce qu'il peut permettre. Pour ensuite montrer les limites, justement, du rapport à la sexualité pervers, les limites et puis, bien sûr, les distorsions, les dérives, puisque la perversion, c'est ça. Donc, je vais parler de tout ça. Je vais ensuite évoquer plusieurs thèmes, donc le rapport à l'autre, parce que c'est l'enjeu de la sexualité, c'est ça, c'est le rapport à l'autre. Et ce qui est donc en jeu dans la sexualité, plus qu'ailleurs. Alors, je vais expliquer pourquoi, justement, la sexualité, c'est stratégique pour la perversion. Parce que c'est le siège de l'inconscient, c'est là que peut se rencontrer l'inconscient, c'est aussi là que siège aussi notre identité, notre dignité, notre genre, notre personnalité, etc. Donc quand on touche à la sexualité, on touche à ce qu'est l'autre au plus profond de lui. Et c'est en rapport avec l'inconscient, les fantasmes, etc. Alors je parlerai beaucoup aussi à la fin des fantasmes. J'ai souhaité ne pas faire une autre émission là-dessus. Je ferai plutôt une émission sur l'incestuel. L'incestuel, qui serait peut-être titré autrement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite une bonne écoute. C'est une longue émission, mais j'espère qu'elle vous intéressera. Et c'est sûr que, comme d'habitude, j'essaie d'aborder les choses d'une autre manière que par rapport à tout ce que vous pouvez entendre ici et là sur YouTube. À très bientôt pour une prochaine. Bonjour, c'est PN Théorie. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour une émission concernant, on m'a posé la question de la sexualité des PN, des personnes qui sont perverses, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, je ne suis pas persuadée qu'il y ait une sexualité vraiment caractéristique, en tout cas des indices comme ça par rapport aux pervers. Et d'autre part, je pense que d'autres indices bien plus importants dans la vie quotidienne peuvent vous aider à identifier la perversion. Néanmoins, comme on me pose la question, on m'a posé aussi la question de l'incestuel, de tout ce qui était incestueux. Et donc, c'est le rapport à la sexualité dont j'aimerais parler ici, que ça soit dans l'imaginaire ou dans des actes concrets. Alors, la perversion, au départ, justement, la psychanalyse est la première à avoir parlé de perversion, et donc au départ, c'était la perversion sexuelle. C'est ensuite qu'on a parlé de perversion morale,
mais on a parlé au départ de la perversion sexuelle. C'est donc en fait que tout ce qui est sexuel, la sphère sexuelle, que ce soit dans l'imaginaire encore une fois, ou dans tout ce qui est concret, qui intéresse le pervers. Alors par intérêt, je ne veux pas dire que ça l'intéresse, que c'est quelque chose qui l'intéresse énormément, quoique, mais c'est parce qu'il y a un rapport particulier entre tout ce qui est sexuel et la perversion. Alors d'abord, je vous propose de regarder un petit peu ce qu'est la sexualité, quelle est sa signification, quelle est la finalité. Alors bien sûr, la sexualité permet la reproduction, permet que l'on ait des enfants et que l'on donne naissance à des enfants. On peut voir par là l'aspect transcendant tout de suite. C'est parce que la sexualité permet d'avoir des enfants qu'on voit là son aspect transcendant. Alors transcendant, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que ça transcende, ça va au-delà de notre vie, de notre existence et même de l'amour que l'on peut avoir ou de l'attachement pour une personne qui, hop, se transforme, se transmute en autre chose. Donc on peut dire que cette relation, elle devient féconde, que ce soit par l'amour ou non, elle devient féconde tellement qu'elle permet cette reproduction. Alors ça, c'est dans l'aspect idéal, c'est ce que devrait être. Et lorsqu'on est en quête de sa propre humanité, on cherche justement à ce que le sexe, la sexualité, notre sexualité devienne une porte d'entrée vers quelque chose de transcendant. Alors pas seulement en faisant des enfants, bien sûr, mais par le plaisir, par exemple, à transcender, à pouvoir se sentir cette union, être conscient de cette union. Par le plaisir serait un moyen et non une fin. Alors la perversion, souvent vous le savez, elle prend l'outil pour l'objectif, pour la fin. Elle prend le moyen pour la fin. C'est comme ça qu'on reconnaît, c'est un des aspects auxquels on reconnaît la perversion. Donc prendre le plaisir que permet la sexualité justement pour la fin, pour une fin en soi, pour un objectif, c'est passer à côté de tout ce que peut être la sexualité et notamment dans sa dimension transcendante. Donc pas seulement évidemment par le fait que concrètement il peut y avoir, je ne vais pas dire création, mais il peut y avoir reproduction, c'est un mot un peu biologique, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'un autre humain, de cette transcendance, de cette sexualité, de ce rapport sexuel, arrive à un autre être humain, d'accord ? Donc elle est transcendante aussi par le plaisir, parce que par le plaisir, l'orgasme, qui n'arrive pas tout le temps, mais qui peut être là, ou alors un plaisir diffus, le fait d'être en communication émotionnelle aussi avec l'autre, au plus près de lui ou d'elle, eh bien, il y a cette... plus que de la communion, on pourrait dire qu'il y a une fusion, parce qu'il y a quand même une fusion des corps et des sexes qui se fait, et à ce moment-là, il y a une transcendance vers autre chose, voilà. D'autres dimensions, certainement. Alors, ça ne dure pas forcément, mais ça permet en tout cas au cerveau et puis à la conscience de se dire il y a autre chose. Il y a autre chose dans cette union, forcément. Et on n'est jamais au plus près de l'autre que dans cette relation sexuelle. D'ailleurs, dans un couple, lorsqu'il y a un couple, mais qu'il n'y a pas de sexe ou pas de sexualité pendant un certain temps, on voit bien qu'il manque quelque chose. Il manque cette dimension de proximité et d'intimité, parce que c'est pas seulement une intimité sexuelle ou physique qui se fait dans la sexualité, c'est aussi une intimité émotionnelle et spirituelle.
on est au plus près de l'autre, donc on sent son énergie, on sent sa chaleur, on sent par la peau, il y a tout un tas de choses qui sont données par la façon dont l'autre est traité, dont on traite l'autre, et ce qui se passe, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire il y a toi, il y a moi, et puis il y a cette fameuse relation, cette fameuse union. Donc vous voyez que dans la sexualité, quand elle est vécue de manière consciente, avec un rapport à l'autre complètement bienveillant, Axel Honneth dit justement que l'amour, l'amour justement, il place l'amour comme étant la plus haute marche de la reconnaissance de l'autre. Donc l'amour, bon, si tant est que dans cette relation sexuelle, elle est faite dans l'amour, elle est réalisée dans l'amour, eh bien il y a aussi la façon dont est réalisé ce rapport à l'autre, comment on touche l'autre et comment on est touché. Donc voilà, donc il y a cette interrelation qui fait que 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire il n'y a pas seulement l'un des partenaires et puis l'autre, il y a aussi cette chose qui est créée, qui émane de cette relation plus ou moins harmonieuse, mais qui est concrétisée dans la chair, on va dire, qui est concrétisée physiquement et sexuellement, parce que sexuellement c'est encore aller plus loin que l'aspect physique, et que permet donc cette relation. Et elle permet, lorsqu'il y a de l'amour, justement d'aller plus loin, en tout cas c'est une occasion, qu'on ne prend pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience de toute l'étendue, et c'est une occasion d'être en relation le plus profondément, le plus intensément, le plus délicatement possible, le plus proche possible. Alors ce sont des mots qui sont en rapport, bon, qui peuvent paraître un peu, des adjectifs qui peuvent paraître ambigus, mais pas du tout, parce que la réunion, j'allais dire, vous voyez, la réunion et l'union avec l'autre, ça permet tout ça, vous voyez, ça montre que si c'est profond, c'est pas superficiel. Vous voyez, c'est ça, dans ce sens-là. Alors voilà ce que permet la sexualité, voilà à quoi ça sert. De reconnaître l'autre, d'aller au plus près de l'autre. Et à chaque fois que dans la sexualité, les relations sexuelles reviennent, bah à chaque fois on a une occasion de connaître l'autre plus. On n'a jamais fait le tour en fait, parce qu'on peut le regarder avec différents yeux, différents regards. Et lorsqu'on change ce regard et qu'on essaie justement d'être vraiment en relation avec l'autre et de donner tout ce qu'on a à donner dans l'autre, et bien voilà, c'est une réalisation, on va dire une concrétisation, en tout cas un moyen de concrétiser l'amour. Alors on n'est pas obligé, et évidemment je suis d'accord avec vous, c'est pas parce que en français on a cette expression de faire l'amour qu'il s'agit réellement d'amour, parce que il peut s'agir de toute autre chose, mais ou simplement de soulager ses pulsions en fait. Mais en français on dit faire l'amour là très poétiquement, très sentimentalement, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, en fait la plupart des cas, les personnes n'arrivent pas à cette conscience et n'utilisent pas cette occasion d'aller plus loin. Voilà. Donc on n'est pas obligé de tout le temps être dans cette hyper conscience, cette connexion, de cet amour sacré, je dirais, parce que la sexualité, c'est une part de cet amour sacré, cet amour qui est sacré, donc cette sexualité qui est sacrée. Alors je parle de ça parce que j'entends parler dans la nouvelle spiritualité New Age, avec toutes ses composantes et toutes ses variantes, parle de la sexualité sacrée, mais la sexualité, elle est déjà sacrée au départ. Le corps est sacré, l'amour est sacré. Comment est-ce que vous voulez que la sexualité ne soit pas sacrée? Simplement, tout peut être perverti. Tous les secteurs de la vie et tous les actes, y compris les plus bienveillants, peuvent être pervertis. Alors, pourquoi est-ce que la sexualité ne pourrait pas être pervertie?
Ou est-ce que l'amour ne pourrait pas l'être non plus? Eh bien, c'est exactement le cas. La sexualité est très souvent pervertie, et une des images que vous avez, une des façons de pouvoir s'en rendre compte, c'est de voir ce qui est donné à voir dans la pornographie. Voilà, parce que la pornographie montre bien une sexualité qui est simplement une décharge des pulsions, où tous les partenaires s'adonnent à cette pulsion. Alors évidemment, on dit qu'on voit surtout la domination de l'homme sur la femme ou des hommes sur les femmes, mais oui, bien sûr qu'il y a cette histoire de ce rapport de domination qui est complètement, concrètement visible dans ce cas-là. Mais pas seulement, elle va plus loin que ça, elle est dans le déni de l'autre. L'autre est vu comme un objet, une machine, à recevoir ou à provoquer ou à être l'objet d'une certaine soumission au plaisir, soit à son plaisir propre, soit au plaisir de l'autre, et puis à rentrer dans un plaisir sadique ou masochiste, c'est-à-dire dans un plaisir de faire ou de recevoir de la souffrance. Alors là, on est complètement dans la perversion, parce que qu'est-ce que c'est que la perversion, si ce n'est jouir de faire du mal? Alors là, on est dans la quintessence de cette jouissance, puisque c'est la jouissance sexuelle qui est là pour faire du mal, en faisant du mal, en faisant souffrir quelqu'un d'une manière ou d'une autre, y compris moralement, par des mots, par un imaginaire ou des choses concrètes, physiquement, par de la douleur physique, ou donc faire du mal à l'autre, ou faire du mal soi-même, parce que la perversion, c'est aussi, le masochisme, c'est de la perversion, vouloir se faire du mal à soi. Et le pervers ou la perverse aime autant faire du mal que se faire du mal. Elle peut être versée plutôt dans l'un, dans l'autre, mais lorsqu'elle se fait du mal parce que, par exemple, vous lui faites du mal, vous lui renvoyez ce qu'elle vous fait pour vous défendre, pas seulement dans la sexualité, mais dans la vie de tous les jours, elle jouit de ce mal qu'elle reçoit, voyez. Donc voilà, bon, évidemment c'est très tordu. La perversion, c'est tordu. C'est une torsion de la réalité pour faire des moyens des fins. Donc elle se sert, la perversion se sert de la sexualité, et c'est souvent, moi ce que je pense en fait, c'est que la psychanalyse, en étudiant la perversion, l'a vue au départ dans le champ de la sexualité, parce que c'est là qu'elle apparaissait le plus clairement peut-être, ou alors parce que la psychanalyse étudiait plus principalement la sexualité. Je pense que c'est pour ça. Mais en fait, étudiant une des parties, un des endroits là où elle était le plus visible, la psychanalyse a étudié la perversion dans son ensemble, mais au départ pensait qu'il s'agissait uniquement de perversion sexuelle. Alors évidemment, lorsque vous êtes en contact avec un ou une perverse dans le champ du couple, vous allez évidemment voir des petites choses en rapport avec la perversion. C'est-à-dire que le ou la perverse va essayer de vous faire du mal, va essayer de vous nier en tant que personne. C'est-à-dire que si vous dites j'aimerais bien telle chose ou telle autre chose, elle va faire mine de vouloir vous satisfaire, mais en fait fera tout le contraire. Vous voyez, si vous aimez que ce soit délicat par exemple, ça va être dans la brutalité qu'on va vous répondre, et inversement. Mais on ne voit pas forcément ce genre de choses parce que, étant donné que la sexualité mime de plus en plus la pornographie, toutes les pratiques, tout ce qui est fait dans la pornographie,
comme si c'était une libération des mœurs, eh bien on ne le remarque pas forcément, parce que du coup, tout le monde se met à avoir des pratiques qui étaient celles de la pornographie auparavant. Mais comme la pornographie était utilisée que dans certains cercles, tout le monde n'y avait pas forcément accès. Or maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, tout le monde y a accès. Et donc, les personnes, y compris les plus jeunes, qui pensent que c'est justement une sexualité normale, que cette sexualité complètement pornographique est la norme, mais en fait, voilà, on ne s'en rend pas forcément compte, et les jeunes ont accès à la sexualité au départ par ces images de la pornographie. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, il y a d'autres chaînes qui peuvent en parler plus précisément, ou alors ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire évidemment là-dessus. Donc le ou la perverse, elle va essayer de vous enlever le plaisir que vous pourriez avoir, de vous enlever aussi votre identité en tant qu'homme ou en tant que femme. C'est-à-dire, va faire en sorte, alors il y a une interpénétration, si je peux dire, une interrelation, c'est-à-dire tout est dans tout. C'est-à-dire que des choses vont transparaître dans la sexualité, mais qui apparaissent ou pour faire écho ou être en résonance avec des choses qui ont été dites avant dans le cadre de la perversion morale. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, on va faire en sorte de vous montrer que vous n'avez aucune féminité ou que vous n'êtes pas une vraie femme parce que, par exemple, vous ne jouissez pas comme une femme ou alors, comment dire, vous n'arrivez pas à enfanter, donc vous n'êtes pas une vraie femme. Et tout ça, ça va être en rapport, parce que forcément, ça touche la sexualité. Si vous êtes un homme, la perverse ou le pervers, tout dépend de la sexualité que vous avez, en fait, va vous dire qu'en gros, vous n'êtes pas un vrai homme, parce que un vrai homme, ça se comporte comme ci, comme ça, voyez. Ou que vous n'êtes pas un humain, parce que il va trouver tout un nom d'animaux pour vous décrire. Alors, il va essayer aussi de vous dévaloriser ou de vous survaloriser, qui est un moyen de vous dévaloriser, ou de vous valoriser à un certain moment pour vous dévaloriser ou pour vous descendre juste après ou à un autre moment. Ou en public et en privé, ce sera différent, vous voyez. Donc, il y a toujours comme ça des montagnes russes où vous êtes à la fois, soit dans un même moment ou dans une même phrase, valorisé et dévalorisé, soit vous êtes dévalorisé à un moment et dévalorisé à un autre moment. Ça peut être sur un de vos aspects physiques, ça peut être sur un des aspects de votre personnalité, ça peut être sur votre sexe lui-même, comme il est. D'accord ? Ça peut être sur les autres aspects sexuels que vous avez, les fesses, les seins, comment ils sont, etc. Mais peu importe comment ils sont, c'est-à-dire que tout peut être magnifié ou dévalorisé. Tout dépend du regard de la personne. Tout dépend des critères de beauté en vigueur, tout dépend de tout un tas de choses. Le pervers, il est là tout le temps. La perversion, elle est là pour dévaloriser de toute façon tout ce que vous êtes. Que ça soit en tant qu'être humain, en tant que genre, en tant que personne genrée, c'est-à-dire en tant qu'homme, en tant que femme, par rapport à votre âge, en tant que personne jeune ou personne plus âgée ou personne mûre, ou en tant qu'enfant. Que ça soit, comment dire, la façon dont vous réagissez qui sera toujours anormale. Alors en fait, comment ça va se passer ? Tout dépend des failles qu'il aura trouvées chez vous. Si la faille, c'est votre rapport à la féminité, votre rapport au masculin, si votre faille, c'est le rapport à la maternité, le rapport à la paternité, si votre faille, c'est de ne pas savoir si vous êtes homme ou femme, si votre faille, c'est de vous sentir tout le temps inférieur, si votre faille, c'est de vous sentir laid ou laide, ou pas dans les critères de beauté, voyez, ou si votre faille, c'est votre âge,
Bon, en fait, la perverse va essayer de trouver votre faille et elle va appuyer là où ça fait mal. Et dans les moments d'intimité, surtout lors des relations sexuelles, il va se débrouiller pour justement encore plus, comment dire, parce que la sexualité, c'est un ascenseur émotionnel et spirituel. Par l'émotion, il va essayer de toucher au plus profond de ce que vous êtes, donc au plus profond de votre âme, il ou elle. Et donc, parce que par la sexualité, on peut atteindre l'autre monde, je dirais, ne serait-ce que par ces moments de l'orgasme, où justement l'orgasme avait été appelé à un moment donné par les poètes la petite mort. Mais on peut bien se rendre compte qu'on est dans un ailleurs à ce moment-là, on est dans un où tout existe, où rien n'existe, où on ne sait plus où sont les limites de nous, de l'autre, du temps, de l'espace, voyez. Donc en fait, on voit bien que la sexualité, c'est une porte qui peut nous mener vers l'au-delà, vers le spirituel et tout ce qui est... c'est une occasion justement d'être en relation, comme je l'ai dit, avec l'autre, mais aussi avec le grand tout, vous voyez. Donc on peut être dans quelque chose de, comment dire, de magnifique et de saint, je dirais. Ça pourrait être une des portes du sacré, de l'indicible, de l'innommable, etc. Mais ça peut être aussi le contraire. Tout dépend comment on l'appréhende, et puis tout dépend aussi des moments. Ça ne peut pas toujours être quelque chose de, comment dire, une expérience. Alors là, j'aime pas le mot expérience. C'est pas une expérience avec quelqu'un, puisqu'on est complètement dans le... Ça peut être la plus haute marche de l'escalier de la reconnaissance et de l'amour. Mais ça peut être aussi vers tout le contraire. On le voit bien lors des viols, par exemple, où justement la personne qui viole essaie de violer en fait l'autre. Voyez, c'est parce que le sexe est sacré, parce que la sexualité est une des portes et une porte importante pour justement toucher l'autre au plus profond de ce qu'il est, de son âme, de sa dignité, de sa personnalité, de sa liberté, etc. On touche l'être, je ne trouve pas d'autre mot, hein, pour le reconnaître, le magnifier, l'accepter, l'aimer, tout autant que pour le salir, le dévaloriser, le haïr. Voyez ? Et ce faisant, évidemment, c'est toute la nature humaine qui est niée, qui est haïe, qui est dévalorisée dans un viol. Parce que le pervers ou celui qui viole, bon, souvent les violeurs ce sont des pervers évidemment, en grande majorité, et donc c'est tout l'être humain qu'il souhaite toucher par là même, qu'il souhaite salir, qu'il souhaite dévaloriser, en pensant que la personne, justement, parce qu'elle a été dévalorisée, piétinée, etc., à l'endroit de sa sexualité, qu'elle ne pourra pas s'en remettre, en gros. C'est un peu comme si on voulait détruire par le viol l'autre. Et c'est ce que le pervers essaie de faire. Il y a cette volonté de destruction de l'autre et cette volonté de détruire l'humain en lui, c'est-à-dire de détruire tout ce qui est humain. Donc, quand il voit une autre personne, ça l'horripile de voir qu'il est humain, qu'il est joyeux, qu'il aime ce qu'il fait, qu'il veut s'élever. Et donc il essaie de détruire l'autre moralement, physiquement et sexuellement aussi. Pourquoi ? Parce que la sexualité, comme je vous l'ai dit, c'est une des portes d'entrée vers l'âme, où l'on peut toucher l'autre dans son âme. Alors, c'est pas pour autant que si on a été violé, c'est foutu et que on ne peut plus jamais avoir accès à son âme. Et
on est à tout jamais sali. Non, pas du tout. Parce que si vous voulez, le pervers, il tente par la sexualité, même si c'est pas un viol, parce qu'il peut y avoir des viols cachés où la personne, justement, vous aurez l'impression que c'est une relation sexuelle, c'est le cas dans le viol conjugal, par exemple, et où l'autre consent, mais en fait, il ne se passe pas forcément ce qu'il voudrait, ou pas comme il voudrait, pas de la manière dont il voudrait, c'est-à-dire qu'il n'est pas considéré autant qu'il le voudrait dans la relation sexuelle. Alors, il y a des jeux dans les relations sexuelles, il peut y avoir des jeux où l'un et l'autre peuvent jouer à. Le problème, c'est quand ce jeu, en fait, implique après des choses dans la vie courante. Et c'est pour ça que les jeux, il faut s'en méfier. Parce que le jeu, finalement, lorsqu'il est, comment dire, dans le jeu, il y a toujours un petit peu de réel. Il y a toujours cette volonté d'aller faire du mal à l'autre, de le déconsidérer, de le dévaloriser, etc. Donc il faut faire attention à ce qu'on accepte dans le jeu. Et très souvent, c'est comme ça que peu à peu, progressivement, le ou la perverse arrive à ses fins par le biais de la sexualité. Par exemple, si une personne accepte, par exemple, d'être traitée de tous les mots qui sont avalissants, qui sont dévalorisants pendant les relations sexuelles, eh bien avant, comment est-ce qu'elle pourrait, vous voyez, ne plus les autoriser à d'autres moments? Et le ou la perverse, il compte bien là-dessus, justement, pour essayer de, de faire que l'emprise va encore plus fonctionner, qu'elle va être encore plus prégnante, vous voyez. Parce qu'il sait que le moment de la sexualité, c'est un moment privilégié, où justement tout ce qui est sexuel va pouvoir avoir une résonance dans l'inconscient et aussi toucher l'âme. Donc attention, la sexualité, c'est quelque chose de sacré et de délicat. Et donc justement, le ou la perverse va essayer de tout faire pour détruire les bases de votre conscience, les bases de votre intérieur en fait. Donc la sexualité, c'est un des endroits, un des champs les plus importants pour le ou la perverse pour essayer de vous avoir sous emprise et de faire que cette emprise va être prégnante dans votre inconscient, va avoir une tâche indélébile dont vous aurez beaucoup de mal à vous sortir. Voilà. Donc en gros, évidemment, ça va être beaucoup de références à la pornographie. Ça va être essayer de vous faire aimer des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, qui sont complètement en rapport avec la pulsion, avec toutes les pulsions destructrices envers soi, vers les autres, envers lui, pour vous faire aimer tout ce qui peut être en gros pervers. Voyez, c'est-à-dire détourner de leur sens les choses. Alors, et vous faire croire qu'il s'agit de jeu. Voilà, toujours. Pourquoi en dissimulant ses actions. Il sait très bien qu'il est en train d'essayer de vous pervertir. Donc, la perversion dans la sexualité, c'est exactement la même chose que la perversion dans la vie quotidienne. C'est-à-dire essayer de faire du mal à l'autre, ou vous faire du mal à vous, alors y compris en vous trompant, puisque c'est vous faire du mal, vous faire souffrir que de vous tromper, vous voyez. C'est dans la sexualité même, dans les choses concrètes, mais c'est aussi dans tout ce qui tourne autour de la sexualité. Mais ça peut être aussi en vous faisant avoir envie, en faisant tout pour que vous ayez envie d'aller vers une sexualité à plusieurs, vers une sexualité, si vous n'êtes pas par exemple enclin ou encline à aller vers une sexualité homosexuelle,
ou bisexuel, ça va vous faire avoir envie ou avoir envie d'essayer, ou alors d'essayer pour lui faire plaisir, qu'il soit un homme ou une femme. Vous voyez, peu à peu vous faire rentrer dans une sexualité qui serait pas forcément celle de que l'on connaît, mais qui serait justifiée par tout un tas de choses. Il peut essayer, ou elle peut essayer de vous dire, bah écoute, ce serait pour que ce soit un peu moins plan-plan, pour mettre un peu de piment, qu'est-ce que tu en penses, ou pour réaliser nos fantasmes. Et puis finalement, tout ça sur un support de sexualité pornographique ou de visualisation de la pornographie, ou essayer de imaginer des choses, ou par le biais de, en vous, voilà, en faisant en sorte que vous puissiez dire des mots qui ne sont pas, ceux de la valorisation, voilà. Bref. Alors comment faire? Parce qu'effectivement, la sexualité, c'est aussi des pulsions. Voilà. Bah oui, il y a les deux. Il faut accepter que, par exemple, on ait parfois des relations sexuelles aussi parce que c'est simplement la satisfaction d'une pulsion, parce que on est aussi fait de pulsions. On en a aussi dans la vie quotidienne. C'est pas pour ça que on doit se détester pour ça sans vouloir. Dans le couple, c'est parfaitement normal qu'il y ait des moments où la sexualité sera plutôt sentimentale, et d'autres où elle sera plutôt pulsionnelle, ou d'autres où ce sera vraiment une union et la concrétisation de l'amour et la porte vers quelque chose une élévation. Voilà. Donc ça peut être tout ça à la fois. Ça dépend des moments. Et c'est pas pour autant pervers. Vous voyez, c'est pas parce que c'est de la pulsion que c'est pervers. Pas du tout. Ce qui est pervers, c'est de vouloir pervertir l'autre ou lui faire du mal, ou aimer lui faire du mal. Voilà. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que du fait du déferlement de la pornographie dans nos vies, sur nos écrans, dans les générations, en fait, tout un tas de générations actuelles, qui ne savent plus avoir du sexe, comme disent les Américains, have sex, au lieu de dire, comme nous en français, plus poétiquement, faire l'amour. Mais en fait, donc la sexualité, aujourd'hui, elle est vraiment basée sur cet exemple, sur ce modèle, qu'est la pornographie. Et on a beaucoup de mal à s'en sortir, parce qu'il y a énormément de personnes maintenant qui dévient, qui vont vers cette sexualité qui est complètement orientée vers la pulsion, qui est sur la domination des autres, donc en fait qui nous oriente vers un rapport à l'autre qui est un rapport de réification, c'est-à-dire un rapport d'objet. L'autre est un objet, donc chez beaucoup de jeunes ça semble tellement évident, donc vous voyez que par la perversion de la sexualité, on pervertit le rapport à l'autre, et on pervertit donc des personnes qui auront beaucoup de mal à s'en sortir, parce que après, pour se défaire de ce rapport à l'image, ou de ce besoin d'une image pour avoir une excitation, de ne plus avoir d'excitation par l'autre, du fait simplement qu'on est avec l'autre et qu'on a envie d'avoir un rapport sexuel. Le désir sexuel, vous voyez, est en train de disparaître au profit de la seule pulsion sexuelle. Voilà, c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que du coup, c'est le rapport à l'autre qui est déformé et qui devient un rapport de domination, mais pas seulement, un rapport à l'objet surtout, ou à outil. L'autre, l'altérité, n'existe plus que pour la fusion, c'est-à-dire sans limite, ce qu'est la perversion. La perversion, c'est ne pas se sentir de limite avec l'autre, ne pas savoir où sont les limites avec l'autre. Et c'est ce pourquoi justement les pervers empiètrent sur votre identité, sur vous, parce qu'elle ne sait plus, et elle ne sait pas où sont les limites, et elle ne sait pas où est son identité. Donc on est vraiment dans la perversion du fait de
la pornographie a fait déferler cette perversion dans le rapport à l'autre et a fait certainement qu'il y ait de plus en plus de pervers, mais des pervers moraux aussi, qui prennent au sérieux les fameux jeux sexuels qui mettaient en jeu uniquement la pulsion. Et donc maintenant, ils sont dans une sorte de dépendance. Et il y a tout un tas de maladies, de souffrances sexuelles d'hommes ou de femmes qui sont dues justement à l'omniprésence ou la dépendance à la pornographie et à ces images pornographiques dont on n'arrive pas à se défaire dans la société actuelle. Voilà. Alors, je voulais terminer quand même sur les fantasmes, parce que souvent, on pense que les fantasmes, c'est quelque chose qu'il faut ou qu'il faut réaliser. Vous voyez ? Ah, je vais réaliser mes fantasmes, etc. Tout dépend du fantasme, évidemment. Hein. Mais quand c'est quelque chose qui va dans le sens des modèles que prône, que montre, enfin que donne en modèle la pornographie, bah, on peut rentrer dans une sorte de dépendance. Ou alors quand c'est quelque chose qui va annihiler l'autre, qui va le dévaloriser, ou qu'on aura du mal à faire la différence ensuite entre la réalité et ce qui a réellement été fait. Parce que la sexualité, c'est du symbole. C'est symbolique. Donc tout ce qui sera fait dans la sexualité va rentrer dans l'inconscient ensuite. Et on aura tout un tas de mal à se défaire de ça, même si ça a été fait, ça a été réalisé, ou ça a été subi il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Ça reste en nous, dans notre inconscient. Alors, est-ce qu'il faut réaliser ces fantasmes ? Généralement, le ou la perverse va vous dire oui, 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 réalise ton fantasme, mon chéri, ma chérie. Voilà, en fait, il va vous dire ça parce que c'est très bien que le fantasme, ça n'est pas du tout fait quelque chose, ça n'est pas quelque chose qui doit être réalisé. C'est du domaine de l'imaginaire. D'accord ? C'est quelque chose que l'imaginaire, ce sont des images qu'on a dans nos têtes ou des idées symboliques, généralement, qui tiennent du désir parce que le désir, il se nourrit de quoi ? De ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'est pas. Donc on va désirer évidemment ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas. Forcément. Vous voyez ? Et ce désir-là, il est partiellement, donc c'est ce que nous apprend la psychanalyse, il est partiellement satisfait, assouvi dans la sexualité, où on n'est pas forcé de tout dire à son partenaire, de tout dire ou de tout, de tout dire de ce qu'on peut avoir dans la tête, parfois parce que ça peut aller, ça peut faire du mal à notre partenaire. Mais parfois la sexualité se nourrit de ça, parce que c'est le désir qui est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il doit être réalisé, parce que ça commettrait beaucoup de dommages au conscient, à l'inconscient, à l'être tout simplement, au moi. Donc en fait, les fantasmes qui viennent tout droit du désir profond, du désir de jouissance, en fait ne sont pas faits pour être réalisés, ils sont faits simplement pour être dans l'imaginaire. Vous voyez ? Comme quelqu'un qui dira « Oh, j'ai envie de le tuer ». Vous voyez ? C'est de son désir, quelquefois c'est dit sur le ton de la plaisanterie, mais des fois, on aurait vraiment envie de tuer quelqu'un, on aurait vraiment envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour autant, on ne le fait pas. On ne passe pas à l'acte. Pourquoi ? Parce qu'on a un surmoi. C'est ce que nous apprend la psychanalyse. Mais qu'on sait très bien qu'on ne peut pas tout faire dans la réalité, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, sinon, on ne serait plus un humain. Et puis, sinon, il y a la loi, alors que ce soit la loi humaine ou la loi des hommes, qui est là pour nous dire non, c'est interdit. Donc en fait, le désir, il se nourrit beaucoup de l'interdit. Par exemple, si c'est interdit dans une certaine culture de voir les cheveux d'une femme, eh bien le fantasme d'un homme ou le fantasme d'une autre femme, par exemple, ça va être de voir les cheveux d'une autre. Vous voyez ? Ou les cheveux d'une femme. Bon, pour prendre cet exemple, le fantasme, c'est ça. Donc il n'est pas fait pour être réalisé.
il est fait pour rester dans notre monde imaginaire. Voilà, et c'est tout. Et c'est comme ça qu'est notre désir. Parce que si vous réalisez le fantasme, le désir, il n'est plus là. Alors dans ce cas-là, le désir, eh ben, il va essayer de trouver autre chose pour toujours être là. Parce que si on ne désire plus, eh bien, on n'est plus dans la vie. On n'est plus dans la joie. Parce que la vie, c'est tout le temps désirer pour aller plus loin. Parce que c'est le désir et le fait qu'il soit juste partiellement satisfait et pas complètement ce qu'il serait dans la réalisation d'un fantasme, par exemple, ou la réalisation d'une pulsion, voyez, en passant à l'acte, eh bien, on n'aurait plus aucune envie de vivre, en fait. C'est ce qui nous fait courir, c'est ce qui nous fait aller de l'avant, et transformer ce désir, en le refoulant, par exemple, en quelque chose qui est socialement acceptable. C'est ce que nous apprend la psychanalyse, moi, j'invente rien. Et donc, c'est ce que fait l'enfant, par exemple, où il refoule ses désirs oedipiens pour le parent de l'autre sexe, en se disant, bah, quand je serai grand, quand je serai grande, bah, j'aurai un homme à moi, j'aurai une femme à moi. Et ce désir, il devient action, il devient envie d'apprendre, envie de réaliser des choses concrètes dans la vie. C'est une sublimation, en fait, de ce désir et ça devient énergie pour vivre. Vous avez dû voir aussi que l'énergie sexuelle, lorsqu'on a eu une sexualité bien remplie, eh bien, on a beaucoup moins d'énergie. Ou alors lorsque l'énergie, elle est utilisée pour la sexualité, à l'endroit de la sexualité, bah, on a beaucoup moins d'énergie pour après réaliser des choses, faire des choses. Et puis lorsqu'on fait des choses et qu'on est actif dans la vie, on a moins d'énergie pour tout ce qui est sexuel. Ben voilà, en fait l'énergie, bon, c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux, hein. Parfois être dans l'action et dans les choses de la vie, agir, travailler, créer. Et puis parfois aussi se réaliser sexuellement et puis réaliser une union sexuelle. Voilà ce que je voulais dire au niveau des fantasmes. Donc c'est pas fait pour être réalisé. Et puis de toute façon, lors d'un rapport sexuel, votre désir il est partiellement satisfait, c'est normal. Voilà. Alors évidemment, on se sent comblé sur le coup, mais en fait, notre désir en général, il est toujours partiellement satisfait. C'est bien de le savoir et de ne pas être dupe donc de sa propre sexualité, de ses propres désirs. Voilà ce que j'avais à dire sur la question. Donc je suis allée un petit peu plus loin que la sexualité du ou de la perverse, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément, c'est pas forcément à ces indices-là qu'on peut identifier un ou une perverse. Donc je voulais que cette émission serve à plus que ça. Serve à voir que justement il y a un pervertissement, une perversion de la sexualité en général, du fait du déferlement de la pornographie et de cette normalisation de toutes ces pratiques et de cet esprit qui est exprimé dans la pornographie par rapport au rapport à l'autre. Donc je voulais que vous puissiez en avoir conscience ou le toucher du doigt, vous en rendre compte en fait. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. En attendant, ne soyez pas dupes, apprenez à discerner, apprenez des autres, soyez responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites, et puis surtout apprenez à penser par vous-même. À très bientôt pour une prochaine.